Bonjour à tous, dans cette vidéo on va étudier donc la diarrhée chronique osmotique et voluminogénique. L'objectif éducationnel est d'identifier les caractéristiques cliniques et les principales étiologies de la diarrhée motrice et de la diarrhée voluminogénique. Comme vous le savez, parmi les diarrhées chroniques, on distingue les diarrhées hydroélectrolytiques sans syndrome de malabsorption, parmi lesquelles donc la diarrhée osmotique et voluminogénique. Sur le plan physiopathologique, le mécanisme de la diarrhée osmotique est secondaire à une ingestion qui peut être volontaire ou méconnue de solutés qui sont peu ou pas absorbables, donc osmotiquement actifs. Une substance osmotiquement active peut être soit un aliment qu'on va ingérer ou bien un médicament. Comme vous le savez, l'intestin est perméable à l'eau et imperméable à certaines molécules qui peuvent exercer un effet osmotique d'appel d'eau vers la lumière intestinale. En effet, une substance qui n'est pas absorbée dans l'intestin peut créer un gradient osmotique et donc ça va appeler l'eau depuis la muqueuse vers la lumière intestinale et il va y avoir un excès d'eau dans les selles. Sur le plan clinique, la diarrhée osmotique est caractérisée par une diarrhée chronique qui est hydrique, sans altération de l'état général, ni syndrome de malabsorption clinique ou biologique. Cette diarrhée va céder lorsque l'agent osmotique ne sont plus présents dans la lumière intestinale. Elle disparaît donc aussi aux jeunes et elle est associée à d'autres signes digestifs, notamment des flatulences, un gargouillement ou bien un météorisme si la substance est fermentescible. Alors sur le plan diagnostique, la diarrhée osmotique est caractérisée par une élévation du trou osmotique des selles qui est supérieur à 125 milliosmoles par kilo. Le pH fécal peut être acide s'il existe un sucre fermentescible dans le côlon. Et puis, la diarrhée osmotique va céder à l'épreuve de jeûne. Alors, un petit rappel sur le trou osmotique fécal. Il est calculé selon la formule suivante: 290 moins 2 fois la concentration fécale en Na+, plus K+, Na+ et K+ étant les concentrations des deux principaux cations dans l'eau fécale. Pour rappel, le trou osmotique normal est entre 50 et 125 milliosmoles par kilo, et un trou osmotique supérieur à 125 milliosmoles par kilo, on vient de le dire, traduit la présence anormale d'un soluté osmotiquement active et donc caractérise la diarrhée osmotique. Quelles sont les étiologies d'une diarrhée osmotique? Alors celle-ci peut être secondaire à une ingestion volontaire de substances osmotiques, telles que par exemple le lactulose ou le sorbitol. C'est des substances qu'on peut prescrire dans le traitement de la constipation et qui vont induire une diarrhée osmotique pour lutter contre la constipation. Il existe aussi le mannitol qui a un fort effet osmotique. Le polyéthylène glycol, aussi le PEG, qu'on prescrit dans le cadre d'une préparation avant la coloscopie, pour induire une vidange intestinale par cette diarrhée osmotique afin de bien préparer le côlon pour l'exploration endoscopique. Et l'hydroxyde de magnésium, là aussi, qui est caractérisé par un effet osmotique et qui peut être prescrit pour le traitement de la constipation. La diarrhée osmotique peut être aussi secondaire à une malabsorption pathologique de sucre, comme par exemple le déficit en lactase ou l'intolérance au lait. Alors, petit rappel, la lactase est une enzyme qui est présente sur la bordure ambreuse des entérocytes. Son rôle est d'hydrolyser le lactose en glucose et galactose qui seront par la suite absorbés. En cas de déficit de cette enzyme, le lactose n'est plus digéré, il va s'accumuler dans la lumière intestinale, ce qui va augmenter l'osmolarité, va induire un appel passif d'eau et par la suite une diarrhée osmotique. Le diagnostic repose sur les tests respiratoires et les tests d'exclusion positifs, puisque l'accumulation de lactose au niveau de la flore colique va induire une fermentation par la flore colique et une formation de gaz, d'où le test respiratoire diagnostique.
Aussi, le déficit en saccharose isomaltase, c'est le même principe. Donc, l'enzyme concernée dans le rôle est d'hydrolyser le saccharose en glucose et fructose. Donc, en cas de déficit, ces disaccharides vont s'accumuler de façon non digérée dans la lumière intestinale. Et puisqu'ils sont dotés d'un effet osmotique, ça va induire là aussi un appel d'eau et une diarrhée osmotique. Alors, toujours dans les diarrhées hydroélectrolytiques, sans malabsorption, on va parler de la diarrhée voluminogénique. Alors, la diarrhée voluminogénique est due à une inondation de l'intestin par une augmentation des débits sécrétoires digestifs et notamment essentiellement gastriques. Sur le plan clinique, elle est caractérisée par une diarrhée très abondante, supérieure à 1 litre par jour, parfois même plusieurs litres par jour. C'est des selles qui sont liquides, donc c'est des selles liquidiennes, souvent aqueuses et qui ne présentent pas de sang, ni de pus, ni de glaire. Et une des caractéristiques, c'est la persistance, même à jeun, de la diarrhée. Alors, l'étiologie principale de la diarrhée voluminogénique, c'est le syndrome de Zollinger-Ellison, qui va induire une hypergastrinémie secondaire à un gastrinome. Le gastrinome est une tumeur non endocrine qui va sécréter donc la gastrine et qui va entraîner une hyperchloridrie massive, c'est-à-dire une sécrétion excessive d'acide gastrique. Donc sur le plan diagnostique, ceci va être confirmé après un dosage de la gastrinémie qui va être fortement élevé. La mesure du débit acide de base qui va là aussi être augmenté. Et puis un test diagnostique qui va donc montrer la régression rapide de la diarrhée sous traitement par IPP ou les inhibiteurs de pompe à protons. Sur le plan physiopathologique, comment expliquer cette diarrhée? Elle est secondaire en fait à une sécrétion intestinale stimulée, donc une hypersécrétion en rapport avec cette hyperacidité. Donc l'acide va stimuler la sécrétion d'eau et d'électrolytes dans l'intestin et va donc augmenter donc le débit des selles et induire une diarrhée voluminogénique. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent s'ajouter, notamment donc l'altération enzymatique par l'acidité ou bien des lésions directes sur la muqueuse intestinale par l'acidité. Mais le mécanisme principal est l'hypersécrétion intestinale qui est très stimulée pour tamponner l'acidité gastrique. Et d'où donc la diarrhée qui est voluminogénique et très abondante. Voilà, je vous remercie pour votre attention.